Marie Cœur de Roy, vous restez avec nous pour interroger notre invité Alain Thur. Bonjour. Bonjour. Président d'AST Group, promoteur, constructeur, aménageur, votre métier? Exactement. Alors essentiellement constructeur de maisons individuelles. D'ailleurs, on est assez peu concernés nous par le dispositif Pinel. Néanmoins, je reviens à ce que vous disiez. Alors j'allais vous interroger là-dessus. Vous avez écouté bien entendu Marie. Est-ce que vous faites partie des professionnels qui s'inquiètent éventuellement d'une non-reconduction du Pinel? Non, puisque nous on a plutôt affaire à une clientèle de primo-accédants, donc des gens qui pour la première fois vont accéder à la propriété, mais accéder à la propriété. Donc on construit des logements pour des familles finalement qui vont les utiliser en tant que telles. D'accord. Est-ce que vous jugez que d'une façon générale, la politique du logement en France, telle qu'elle est faite en France, est bien ciblée, est équilibrée ou pas? Vous parlez de celle qu'on a eue ou de celle qu'on va avoir, parce qu'elle est un peu illisible. Hein. Voilà, on n'a pas vraiment de ministre du logement, et je pense que voilà, effectivement. Donc oui, incontestablement, le logement c'est un élément essentiel de l'économie française. Dans un premier temps, c'est surtout un besoin structurel de la clientèle en France. Quand on sait que à peine 60% des Français sont propriétaires de leur logement, et quand on sait aussi que s'ils ne le seront pas le jour de la retraite, c'est loyer multiplié par 2 et revenus divisé par 2. C'est essentiel de posséder son bien au moment. Il y a un vrai problème. La seule façon de capitaliser aujourd'hui, c'est finalement construire ce logement et financer ce logement au cours des 20 ans. Mais vous disiez dès le démarrage de cette interview qu'a priori vous n'étiez pas concerné par le dispositif Pinel, mais vous avez quand même un avis sur la question. Quand on sait effectivement que ce type de dispositif peut paraître extrêmement coûteux pour les caisses de l'État et qu'il y a des économies à faire sur le budget logement qui est de l'ordre de 40 milliards chaque année, est-ce que vous pensez que ce serait judicieux de faire disparaître même progressivement ce type de dispositif? Je pense qu'on a donné un peu de vertu à ces dispositifs, et Pinel notamment, en classifiant les zones et en recentrant les besoins sur des zones tendues. Effectivement, à une époque, il s'est fait tout et n'importe quoi, et on avait transformé un dispositif fiscal finalement en un artifice commercial, et là c'était pas bon. Pinel, effectivement, a remis tout ça un peu dans l'ordre. Oui, effectivement, ce dispositif est important, surtout si on considère que l'ISF va se transformer en IFI. Donc il n'y a plus d'intérêt à posséder de l'immobilier en définitive. L'impôt sur la fortune immobilière. Exactement. Voilà, donc voilà, il faut faire attention. Il y a des bonnes mesures qui fonctionnent. Je pense qu'il est plutôt urgent d'attendre et de voir ce qui se passe. Alors où chercher? On se rend compte quand même que depuis le début de l'année, le logement et en tout cas le nombre de constructions et les ventes sont plutôt en train de se tasser. Donc on n'est pas sur des rythmes un peu fous qu'on a eu sur 2016. Donc alors on est sur des bases importantes en 2016. 2017 est plutôt une année où la croissance sera beaucoup plus modeste. Donc vous parlez de l'ensemble du territoire? Je parle de l'ensemble du territoire et de l'ensemble des métiers du logement et de la construction notamment. D'accord, donc on sauve le Pinel, mais où est-ce qu'on peut faire des économies? Il y a 40 milliards sur le budget du logement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tous ces milliards sont effectivement nécessaires? Vous me posez la question un peu abruptement. Il y a un ministre qu'on n'a pas encore entendu sur le sujet. Je pense que c'est plutôt à lui qu'il va falloir poser la question. Mais c'est surtout à lui d'y répondre, mais très rapidement surtout. Mais vous pensez typiquement, vous vous dites pas, tiens, il y a quand même des niches, des endroits où on dépense... Moi j'irai un peu prêcher pour ma paroisse, si je puis dire, et en l'occurrence pour mes maisons. Il y a peut-être des solutions d'accès à la propriété, notamment pour le primo-accédant, qui constituent 50% du marché du logement. Alors oui, chez les promoteurs, le Pinel, c'est 60% de leur vente. Dans le logement en France, la maison individuelle, c'est 50%. Donc c'est un tout petit peu plus peut-être que le Pinel, et là on pourrait favoriser l'accession à la propriété à des primo-accédants. Plutôt que de les bloquer dans leur parcours résidentiel, finalement, nos clients, quand ils ont accès à un immeuble HLM, ils peuvent y rester très longtemps et ne pas en sortir, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on construit pour le compte des bailleurs sociaux, finalement, est de plus grande qualité que ce que l'on fait pour le compte d'un particulier. C'est trop bonne qualité. C'est pas de trop bonne qualité. Sont trop bonne qualité. C'est pas de trop bonne qualité, mais en tout cas, ils nous imposent, entre guillemets, des labels pour pouvoir financer ces logements. Donc, on construit effectivement des logements de très grande qualité. Donc, il y a assez peu d'intérêt pour un locataire qui, finalement, je vais employer le mot vil-prix, finalement, va pouvoir rester dans ce logement pendant un certain nombre d'années. Alors même si ça peut être revalorisé en fonction des circonstances, néanmoins, ils n'ont pas du tout envie d'y partir. Alors qu'en incitant ces gens-là à sortir de ce type de logement et à accéder à la propriété, d'une part, on serait obligé de construire moins de logements sociaux, puisque là, c'est une espèce de course à l'échalote. Il faut qu'on en construise toujours plus et de plus en plus grande qualité. Et d'autre part, ça permettrait à ces gens-là de pouvoir capitaliser. Parce qu'on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, les problèmes du logement, et si on n'est pas propriétaire de ce logement le jour de la retraite, il va y avoir un vrai problème. Et le logement, dans ce cas-là, c'est une bombe à retardement, tout simplement. Mais donc, du coup, vous demandez de nouvelles aides, en fait, au lieu de dire on va... Non, c'est pas de nouvelles aides. On veut pas, on n'est pas un métier qui doit vivre de subventions. On est grand, on sait prendre nos responsabilités, on sait s'adapter, ça on l'a prouvé. Néanmoins, je pense que une typologie de clientèle en France
pourrait bénéficier d'une TVA modérée à 5%, encadrer le prix du logement pour éviter l'effet d'aubaine en quelque sorte de la baisse de la TVA, primo-accédant, TVA à 5%, rester dans son logement pendant une dizaine d'années, sinon on revient à un dispositif à 20%, et l'encadrement du prix du loyer. Et là, on a un dispositif qui peut fonctionner, qui ne coûte rien à l'État, puisque finalement la TVA est sur la marge. On paierait, nous, nos entreprises à 20%. Donc le coût pour l'État est juste ridicule, et ça relance la construction en France, et notamment l'accès à la propriété pour la primo-accession. Et vous libérez du logement social. Et on libère du logement social. Et est-ce que l'offre est adaptée à la demande en termes de surface, l'offre des logements construits? Non, puisqu'aujourd'hui, on parle d'investisseurs, mais ce ne sont pas des investisseurs, ce sont des épargnants. Ce sont des gens qui peuvent financer 100 € entre le coût et le revenu. Et encore, ils peuvent le financer s'il y a un locataire. Ouais. S'il n'y a pas de locataire, c'est une catastrophe économique. Donc, non, on construit du petit logement, puisque le budget moyen d'un investisseur, d'un épargnant, c'est 130, 150 000 € maximum. Et le petit logement, ça ne correspond pas à la demande, c'est mal ciblé sur la demande de la population ça dans son correspond ensemble à une part de la vie. Ouais. Quand on débute dans la vie, ou peut-être quand on finit sa vie. Bien que quand on finit sa vie, on a plein d'amis, on a envie d'avoir un grand séjour pour les recevoir. Et dans un studio, moi je vois le service commercial, quand on fait un T3 qui fait 63 mètres carrés, mais il rouspète parce qu'il pourrait faire que 60. Parce que les 3 mètres carrés, on les vend pas. Non, mais du coup, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'à force de favoriser l'investissement locatif avec des investisseurs, des épargnants, qui, évidemment, compte tenu de leurs moyens et aussi de la typologie des locataires, quand même, choisissent essentiellement des petites surfaces, studios, 2 pièces, eh bien, on se retrouve avec un manque d'offres pour les familles. Bah oui. Aujourd'hui, on est en pénurie. On construit des logements, effectivement, qui ne correspondent pas aux besoins d'un couple à une certaine partie de sa vie. Alors vous construisez des logements qui correspondent aux besoins des familles? Alors oui, bien sûr, Ouais. parce que nous, on fait de l'accession à la propriété. Donc on a affaire plutôt à des familles qui ont entre 1 et 2 enfants. Donc là, on est vraiment dans le parcours de vie qui est finalement celui qui va concerner une grande partie de la population pendant une grande partie d'année. Donc oui, on accède vraiment à ce type de besoin. Et votre particularité, enfin bon, c'est pas l'essentiel de votre activité, c'est les maisons Alors oui, nous sommes pas en bois, mais dont l'ossature est en bois. Oui, nous sommes un peu précurseurs de la démocratisation de la maison ossature bois avec La maison notre écolo, marque quoi. Natilia. Alors c'est pas une maison Non. écolo, c'est une maison environnementale. Nos clients sont pas des forcenés, hein, donc voilà, ils ont envie d'un habitat qui soit chaleureux, d'un habitat qui soit économe à l'entretien, d'un habitat qui soit tout simplement sympa. C'est économe à dans lequel on a l'entretien. envie d'habiter. Exactement, c'est une maison Mais est-ce qu'on qui s'y va retrouve consommer. par rapport au prix qui doit, je pense, être plus élevé, non? Il est à peine plus cher qu'une maison À peine plus cher qu'une maison Un ordre de traditionnelle. prix. On a un outil industriel, nous, aujourd'hui, qui nous permet de sortir ce produit-là dans un élément de prix qui est tout à fait cohérent par rapport à ce qu'on peut faire en maison traditionnelle. Par contre, il va consommer 2 à 3 fois moins d'énergie qu'une maison classique. Et puis surtout, l'autre intérêt, effectivement, c'est, alors effectivement, ça coûte quand même relativement plus cher qu'une maison classique, mais il y a aussi un intérêt aussi au niveau du temps de construction. Coûte pas plus cher. Ça Bon, ça quand coûte- une maison classique coûte 100, une maison dont la structure est en bois, ossature bois va combien? coûter, allez, on va dire 5% de plus. Elle va coûter 105 à peu Ah près. oui, d'accord. Nos clients, par contre, qui achètent ce type de maison, vont mettre un peu plus de prestations. Donc, facialement, on a un prix de vente qui est légèrement supérieur. Néanmoins, Donc du coup, c'est plus globalement, l'image qui pâtit, en fait, c'est ça? c'est une image un peu élitiste, Ouais. l'ossature bois. C'est une image qui a été portée longtemps par des architectes de la maison sur mesure, très haut de gamme. Néanmoins, on peut faire aussi de la maison simple et de la maison accessible avec la maison Natilia. Et en plus, ce que je voulais dire, c'est que ça se construit beaucoup plus vite, c'est ça, les maisons en bois? Et oui, il nous faut 48 heures pour monter une maison hors d'ordre. Alors elle est livrée de notre usine qui se trouve à la Charité-sur-Loire avec Poby. Et donc là, elle est livrée et elle est assemblée simplement sur le chantier. Donc bientôt, on dira plus, je vais construire ma maison, on va dire, on va me livrer ma maison, ça sera plus simple. D'accord. Et c'est les maisons dont la structure est en bois, donc on voit pas en fait de l'extérieur. Alors on voit pas effectivement, Ouais. c'est là où c'est compliqué de recenser le nombre de maisons à ossature bois qui se fait en France, hein, puisque nous qui sommes le premier en France à fabriquer des maisons ossature bois, on n'est jamais interrogé sur le nombre de maisons qu'on fait. Donc c'est un peu compliqué de définir très précisément le nombre de maisons ossature bois. Néanmoins, la progression des ventes, pour le coup, en ossature bois est extrêmement importante et on publie nos chiffres la semaine prochaine et vous verrez tout ça. Très bien, merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir. Alain Thur, président d'AST Group, et merci à vous Marie-Cœur de Roy. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle chronique La Vie Immo, BFM Business, 10h et tout juste 27 minutes. On fait une pause et on se retrouve avec nos 2 traders. Aujourd'hui, Jean-Louis Cussac et Giovanni Filippo pour le match des traders. Le CAC 40, toujours faiblard aujourd'hui, 3e séance de baisse consécutive, moins 0,19%. À tout de suite. BFM Business, intégral placement, Merci à vous 10h deux. midi, 100% placement.